tous les outils de service client pour qui l'apparition des modèles de langage transforme complètement le réacteur ou crée énormément d'opportunités. Je trouve que vous êtes un peu dans la même situation. Déjà, on le voit comme un copilote. Et ça, pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire que dans la stratégie qu'on a, c'est... Tout à l'heure, on a parlé du cycle de vie du contrat. Et ben, notre stratégie, elle est de déployer de la valeur via Oro à chacune des étapes de la vie du contrat. Est-ce que finalement, ça vient pas un peu transformer aussi le cœur du réacteur? Et est-ce que Tomorrow demain, vous allez le reconstruire ou le réorchestrer autour de Oro, qui est donc l'ensemble de la solution IA qui fait partie du produit aujourd'hui? Bonjour, je m'appelle Nicolas Marché, je suis le fondateur de Facet et bienvenue sur My First AI. My First AI, c'est le podcast français dédié à l'intelligence artificielle. On va au-delà du bruit ambiant sur l'IA, on va dans le concret et où j'interviewe des dirigeants, des entrepreneurs, des créateurs pour nous parler de leur retour d'expérience ultra concret. Alors aujourd'hui, je suis avec Antoine Fabre. Salut Antoine. Salut Nico. Donc Antoine, qui est le cofondateur et CEO de Tomorrow, que je connais un peu puisque j'ai la chance d'être investisseur de cette belle boîte de logiciels et d'IA dans le secteur du contrat. Alors Tomorrow, donc c'est une solution d'IA qui permet de négocier beaucoup plus vite les contrats, de sortir énormément d'informations dessus pour les équipes juridiques, pour les équipes métiers, à destination de PME, mais aussi de grosses ETI, de grands groupes. Il y a des super références. On va parler de tout ça. Je pense pour moi, l'idée de l'épisode aujourd'hui, c'est de parler un peu de ton expérience préalable parce que tu as démarré dans le produit. Donc je pense que ça organise un peu comment tu développes les produits chez Tomorrow, comment tu développes la boîte. Et surtout, de bénéficier de ton expérience et ton œil sur l'impact de l'IA dans ce secteur-là. Puisque le document, c'est quelque chose... on peut créer énormément de valeur avec des modèles, comprendre ce que vous faites comme offre, comment ça modifie peut-être toi ta vision du développement de la boîte. Ouais. Bref, discuter de tout ça. Et peut-être pour démarrer, Antoine, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de Tomorrow? Très bien. Bon, écoute, déjà, ravi d'être là. Ravi d'avoir effectivement l'opportunité de discuter pendant tout ça avec toi. Effectivement, investisseur depuis le tout début, d'ailleurs. Moi, ça fait encore des entretiens à Station F. Pour parler de moi super rapidement, j'ai 31 ans. Donc, je suis un des 3 cofondateurs et CEO de Tomorrow. Je suis issu d'un parcours ingé, pas du tout dans l'informatique, beaucoup plus dans l'aéronautique et le spatial. Je suis originaire de Toulouse, donc ma première passion, c'était un petit peu de regarder dans le ciel. Mais il se trouve que j'étais pas très bon à l'école. Donc, j'ai eu beaucoup de temps à côté de l'école pour développer beaucoup d'autres compétences. Et c'est comme ça, tu vois, que je suis tombé dans cet écosystème tech et que je suis venu à Paris à la fin de mes études pour faire mon stage de fin d'études, justement. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'est 2017. D'accord, en 2017. Donc, tu es passé du spatial, de l'ingénierie dure à quelque chose d'un peu plus soft. Ouais, j'ai fait un stage chez Airbus au milieu de mon parcours. Donc là, je découvre un peu la grande boîte, l'inertie. Malgré que les projets soient fascinants, ça reste un domaine qui m'attire beaucoup. Mais tu vois, je sentais que en parallèle de mes études, je lançais des projets entrepreneuriaux, je faisais des concours entrepreneuriaux. Donc j'avais ce truc qui m'animait. J'avais des idées business, j'ai appris à coder pour pouvoir les lancer parce que j'avais pas de relation dans la tech. Comment t'expliques ça? C'est quoi? C'est familial? C'est ce que tu regardais à l'époque? C'est tes lectures? Qu'est-ce qui t'a créé cette envie-là? En fait, j'y suis arrivé vraiment de manière organique. Tu vois, moi, je le suis plus trop, mais grand amateur de photos il y a quelques années. J'ai commencé à faire un blog de photos. J'ai commencé à vouloir le modifier. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à mettre les mains dans le code. J'en ai fait un réseau social. Et après, en fait, Ok. c'est là que j'ai vraiment... Je suis rentré dans le développement. Et que j'ai pu faire en fait plein d'applications autour de ça. Donc, le truc de photo, je l'ai mis de côté. Mais par contre, j'avais mes collègues de classe qui galéraient à refaire leur CV. Moi, j'avais une fibre un peu design qui fait que mon CV il était beau. Et du coup, je me coltinais tous les redesigns de CV. Et un soir, je me suis dit, vas-y, je vais faire une plateforme. Je vais leur filer le lien. Ils vont le faire eux-mêmes, etc. Tu vois, c'est comme ça via des projets. C'est pas du tout familial. C'est plus, je pense, le sentiment d'avoir une idée, de pouvoir la concrétiser finalement avec pas grand-chose, qui me plaisait beaucoup. Tu vois, je reste quand même quelqu'un qui aime comprendre comment les choses fonctionnent. Aujourd'hui, chez Tomo, c'est hyper important pour moi. Et ouais, donc de fil en aiguille, tu vois, j'ai fait ça jusqu'à me dire, bon, vas-y, mon stage de fin d'études, je vais pas le faire chez Airbus. Je vais tenter ma chance dans ce milieu, voir ce que je veux vraiment dans une boîte. Donc, arriver dans un vrai contexte professionnel,
pas forcément structuré parce que j'arrive dans une petite boîte, mais professionnel où tu vois, Et ça, tu l'as fait tu parce que t'étalonnes. tu te sentais pas à l'époque de te lancer, parce que la vie a fait que tu as démarré dans une boîte avant de monter ta propre boîte de logiciels. C'était quoi un peu le parcours? En fait, en 2017, je me dis pas je veux être entrepreneur. En fait, je me pose même pas cette question. J'aime la liberté évidemment que ça m'a apporté de lancer des projets. Mon sujet à ce moment-là, et je pense que mon enjeu, c'est qu'est-ce que je vaux en fait. Parce que c'est bien beau de faire des trucs dans sa chambre, mais tout ce que j'ai fait dans ma chambre n'a pas connu un grand succès. Tu vois, donc tu as quand même ce sujet de euh, j'ai envie de voir le monde réel, comment ça marche cet écosystème. Tu vois, je parlais avec des gens aux US et tout, quels outils ils utilisaient chez Snapchat, etc. Donc j'étais hyper curieux. Et donc oui, à ce moment-là, mon enjeu, c'est trouver une boîte où je peux réussir à rentrer en stage malgré que j'ai zéro background Mm. dans cet univers et faire mes preuves, tu vois, voir ce que je fais. Et avec du recul, je suis hyper content d'avoir fait ça parce que je trouve que l'expérience de salariat, elle est quand même hyper formatrice dans ton expérience d'entrepreneuriat derrière. Tu as fait ça quelques années du coup. Ouais, j'ai été salarié pendant à peu près 3 ans. Ok. Et tu étais dans des jobs produits ou de développement, les deux? Tu as démarré où? J'ai commencé au design. Ok. Donc, tu vois, je rejoins la boîte en stagiaire sur du design et très vite, je vais faire du product en fait. Il y a personne au product dans la boîte, il y a un CTO, quelques développeurs, mais personne prend l'ownership de OK, comment est-ce qu'on priorise les sujets, comment est-ce qu'on avec qui, pardon, comment est-ce qu'on va échanger avec les clients, etc. Tu vois. Et donc, je prends ce rôle-là et jusqu'à gérer les équipes produits, customer principalement. D'accord, donc les équipes responsables des clients. Donc ça, tu fais ça quelques années. Et à quel moment il y a cette opportunité de créer Tomorrow, qui s'appelait pas comme ça à l'époque d'ailleurs? Ouais. À quel moment il y a la rencontre, il y a l'envie de se mettre sur ce marché-là en particulier? Parce qu'il faut, pour faire ce genre de logiciel B2B, il faut connaître les problèmes du marché en question. Donc je suis assez curieux de savoir ouais, l'histoire un peu originelle de Tomorrow. L'histoire originelle, c'est pas une idée précise. Donc, je pense que la spécificité, c'est au cours de cette aventure salariale, je rencontre un de mes associés, Thibaut, d'aujourd'hui. Donc, on travaille ensemble depuis 3 ans à ce moment-là. Et, euh, et on s'entend bien ensemble. Et en fait, on a des frustrations. Tu vois, on est sur de la marketplace dans la boîte. On voit enfin, les vagues de SaaS qui arrivent, qui mangent le marché. On est en 2019, à ce moment-là, 2019-2020. Et donc, la jeunesse, c'est celle-là. C'est deux collègues qui kiffent bosser ensemble et qui se disent viens, on monte quelque chose tous les deux, on sait pas quoi, mais on va trouver quelque chose. Et Ok. donc, on commence à explorer des sujets, enfin un sujet en particulier, le soir, le week-end. Et très vite, on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout conciliable avec le job qu'on a dans la boîte, où on a des équipes, donc on a des responsabilités et on est attaché à la boîte, donc on n'a pas envie de jouer double jeu. Donc très vite, on va en fait arrêter, je pense même pas au bout d'un mois, pour se lancer à temps plein. Et vont s'en suivre en fait, je pense, 6, 9 mois d'exploration où on Donc liste des finalement, sujets. l'idée que tu creusais avec Thibaut à l'époque, c'est la même, juste qu'elle a été raffinée, Non, pas le du tout. diamant a été poli, ou finalement, Non, non, elle non. vous a juste donné assez de confiance pour partir, mais que finalement, vous n'avez pas du tout atterri là. En fait, ce qui nous donne la confiance de partir, c'est le sentiment d'excitation de ce qu'on était en train de faire. C'était pas du tout le projet sur lequel on bossait. D'ailleurs, c'est pas du tout le projet Tomorrow. Mais c'était le sentiment de créer quelque chose, de le faire ensemble, de zéro. En fait, c'était ça, tu vois, où on sentait que notre flamme intérieure, elle était beaucoup plus intense dans ce projet que dans notre quotidien de salarié. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré être franc avec la boîte et dire au fondeur, bon les gars, nous, on s'arrête là, on a envie de monter un truc ensemble. Les choses se sont très bien finies, on est parti. Et donc, pour répondre à ta question, non, tu vois, la phase de démarrage, c'est 6-9 mois d'exploration sur 5-6 sujets. Où, tu vois, on a des critères qui sont... Donc déjà, on veut faire du SaaS B2B. Ça, je pense, c'est le sujet numéro un. On en a marre du modèle de GMV où tous les mois, tu recommences à zéro pour faire de la GMV. Là, on a envie de faire du SaaS B2B, que le modèle soit répétable et que la valeur soit le produit. Tu vois. Donc ça, c'est un peu, je pense, l'élément fondamental. Au-dessus de ça, on a envie d'aller adresser une opportunité qui est globale et qui est globale aussi au sein des entreprises. Que ce soit pas juste une niche sur un persona, mais qu'on soit capable d'aller faire un produit qui touche un maximum d'utilisateurs
au sein des entreprises. Donc le sujet du contrat, il arrive à la fin, Mmh. tu t'en doutes. Donc on est passé par plein d'idées où ça remplissait pas ces critères. Et parfois, ça nous excitait pas non plus. Tu vois, le sujet n'était pas un truc sur lequel on se projetait à très long terme. Et le contrat, c'est tout l'inverse. On arrive sur un projet, sur un sujet où on parle avec des juristes, on parle avec des commerciaux, on parle avec des équipes marketing, RH, achat, bref, toute la panoplie. Tout le monde râle, personne n'est satisfait, tout le monde subit en fait ce sujet-là, tu vois. Les équipes métiers parce que le juridique ralentit les contrats et le juridique parce que il a cette sensation de ralentir le business. Tu vois. Donc on se dit vas-y, opportunité incroyable, très dur à craquer parce qu'il faut se dire que le marché c'est Word. En fait, si tu prends un petit peu l'état de l'art, tout le monde utilisait Word pour essayer Donc de il n'y s'envoyer avait par pas mail. d'acteurs déjà en place, c'était une nouvelle catégorie de produits dans laquelle vous vous êtes inscrit, ou est-ce qu'il y avait des solutions peut-être de génération précédente qui étaient vieillissantes avec des UX ou des expériences utilisateurs un peu pourries? En gros, est-ce que c'est du remplacement avec une solution qui est 10 fois meilleure, ou est-ce qu'au contraire, il n'y avait pas vraiment d'outils et effectivement le standard, c'était la suite Microsoft, quoi, en gros? Alors, ma réponse, ça va être un petit peu entre les deux. Euh, Principalement de l'équipement. Donc la majorité des entreprises n'ont rien. Pour autant, il y a des acteurs existants. La différence, c'est que ces acteurs existants, ils sont focalisés sur la fin de vie du contrat. Donc le moment entre l'instant où il est signé et le moment où il est terminé. Tu peux du coup, si effectivement on prend le parcours, le cycle de vie un peu du contrat et qu'on le découpe, un peu en jobs, hein, à Ouais. réaliser, comment toi t'approches justement? Comment tu découpes ce marché-là? L'étape numéro 1, je génère le document, je le négocie, je le fais approuver. Donc là, tu as des circuits internes d'approbation. Je le signe. Et une fois qu'il est signé, il prend vie, pour de vrai. On a tendance à penser que c'est l'avant le plus important. Il prend vie et donc là, il doit être archivé D'accord. et suivi. Donc le suivi, c'est savoir qu'est-ce qu'il y a dans le contrat, connaître les conditions. Exemple assez traditionnel, quand est-ce que le contrat se termine, dans quel moment, dans quelles conditions est-ce que je peux le terminer, etc. Les trucs un peu de Donc il y base. avait des solutions qui avaient pris le marché, par l'aval un peu de la chaîne de valeur. Les gens Exact. utilisaient Word pour créer, pour faire toute la partie amont, et c'est là où vous vous êtes dit: «OK, il y a une meilleure expérience à proposer». C'était quoi Tomorrow vraiment je sais pas, peut-être les 6, 12 premiers mois, fonctionnellement, le produit, il permettait de faire quoi? Le produit, il permettait deux choses parce que c'était le problème qu'on avait identifié. C'est un, mieux collaborer. Parce que tu vois, quand on se dit, OK, les sales trouvent que ça prend trop de temps, le juridique trouve qu'il est bottleneck, mais en fait, il faut que tout le monde se rassemble. Donc, sujet numéro un, plateforme de collaboration. Et c'est là qu'on est vraiment différenciant, tu vois, quand on arrive sur le marché. Et deuxième, c'est comment on permet aussi au juridique de déléguer, d'automatiser une partie de son travail pour gagner en réactivité. Donc le produit, il permet ça. Il permet de gérer l'ensemble de la vie du contrat de manière collaborative pour le juridique et toutes les équipes métiers de l'entreprise. Et du coup, l'acheteur, c'est, le responsable, ça vient le budget pour Tomorrow, ça vient du budget, légal, juridique de l'entreprise? Ou est-ce que ça vient des équipes métiers ou des équipes opérations? À quoi ça ressemble? Ça vient du juridique. D'accord. Là, aujourd'hui, le personnel cible, encore aujourd'hui, c'est le juridique. Donc vous avez démarré par une première brique produit sur l'aspect, collaboratif, et après comment vous avez, épaissi, développé l'expérience, produit et la valeur autour? Si on creuse un peu, on démarre même très vite par la phase aval. Donc on l'attaque très vite pour juste faire un feature gap avec le marché. Mmh. Et ensuite, on va justement remonter la chaîne de valeur, faire de la génération, s'intégrer avec DocuSign pour faire de la signature électronique, rajouter une brique de négociation, créer notre signature pour remplacer DocuSign. Donc c'est comme ça qu'on l'a amené. Et ça, c'est ce qu'on a fait, tu vois, ce qui nous a occupé jusqu'en 2023. C'était D'accord. vraiment le Donc focus. ça a mis 2020-2023. Ouais, 3-4 ans de développement logiciel, plein. intense, parce qu'on recrée tout un éditeur de contrat. Mmh. Tu vois, donc nous, notre parti pris, c'est on va rassembler tout le monde sur notre plateforme en interne. Donc le commercial, l'acheteur va mieux collaborer avec le juridique et avec l'externe. Donc nos clients vont mieux collaborer avec leurs prospects, leurs partenaires, leurs salariés, etc. Ouais, je vois complètement le besoin. Nous, chez Facet, on fait des contrats, il y a une partie self-service dans le produit où là, c'est très simple, ce sont des conditions générales d'utilisation et de service et d'usage. Et puis, il y a des entreprises qui souhaitent discuter certaines clauses, certains termes. Ouais. Et là, il y a effectivement énormément d'allers-retours. Et ensuite, tout ça, pour l'instant,
c'est stocké sur des GED, des drives. Ouais. Et après, il faut faire le suivi, etc. Donc, je vois complètement l'affaire. Donc, ça, vous avez fait ça 3-4 ans. Au début, vous adressez tout de suite. Bah, j'ai vu, il y a des. Enfin, je connais Tomorrow, donc il y a des super clients, il y a des super références. Je ne sais pas s'il y en a quelques-unes dont tu peux nous parler, mais vous avez plutôt adressé des PME, des ETI, des grands groupes. C'était quoi un peu le chemin de développement de la boîte? Euh, le début, c'est la tech. Donc en fait, je pense assez traditionnellement, on va signer les boîtes tech, les scale-up de 100 personnes, un peu plus. Tu vois, c'est comme ça que très vite, on va chercher de l'attraction. On commence à commercialiser fin 2020. Donc c'est à ce moment-là qu'on va cibler ces boîtes. Sincèrement, on va épuiser cette niche en, je pense, 12 mois. Fin 2020, fin 2021, on switch déjà. Et on commence quand même à signer des corpos à l'époque. Tu vois, c'est marrant, la petite histoire, on signe Nestlé, on est 5 dans la boîte. Donc beaucoup trop prématuré. Comment vous avez Long story short, ils ont churné 3 ans après et ils sont revenus. Et donc, ils vous ont fait confiance à 5 ou Ouais, vous avez plutôt fait la grenouille et montré que vous étiez un peu plus? Comment ouais, ça c'est s'est ça. Mais organisé? je pense qu'on a toujours paru un petit peu plus gros que ce qu'on l'était. Tu vois, avec nos communications, la brand et tout. Donc ça joue à notre faveur. Mais ouais, c'était beaucoup trop prématuré. Tu vois, on n'était pas du tout dimensionné pour déployer. On maîtrisait pas non plus ce type d'implémentation complexe. Et comment vous réconciliez le fait d'adresser justement des corporates qui ont des besoins de sécurité, de confidentialité, d'intégration, de déploiement avec des entreprises beaucoup plus bas du marché? J'imagine que ça doit créer des divergences un peu dans la roadmap, dans la feuille de route produit, dans les développements, même dans les équipes commerciales. J'imagine que ce pas forcément les mêmes équipes. Comment toi, tu arrives à réconcilier les deux? Bah, t'as plusieurs sujets. Je pense déjà dans la manière dont on construit le produit. euh, le mot d'ordre, c'est flexibilité. Donc, c'est pas parce qu'une typologie de client nous a dit voici comment est-ce que j'ai envie de le faire qu'on va le faire de telle sorte. Bah, nous, on a toujours eu en tête les outils comme Notion, par exemple, qui sont hyper flexibles et on a tous un usage différent finalement de ces outils. Et on a voulu reproduire ça dans la stratégie produit qu'on a. Donc, ça veut dire vraiment essayer de rationaliser tout ce qu'on fait de sorte à ce que ça puisse marcher autant et aussi simplement sur des cas simples que sur des cas beaucoup plus avancés. Donc, ça, c'est clé. Ce qui fait qu'en fait, euh, déjà, tu élimines beaucoup de sujets mid-enterprise sur ça. Deuxièmement, sécurité, tout ça. Mais en fait, on est sur du contrat. Donc, on est par essence Ouais. obligé d'adresser ces sujets. Alors oui, les corporates sont plus exigeants, mais le mid-market l'est aussi. Donc, il n'y a jamais eu un grand différentiel là-dessus. Tu vois, dès que tu fais des certifications et tout, ça te débloque des deals sur à peu près tous les segments qu'on adresse. Et après, oui, c'est vrai qu'il reste un peu de spécifique sur de l'intégration, par exemple, tu vois, du SAP, qu'on commence à découvrir aujourd'hui. Intégration, gestion des rôles, structuration de multi-entités, donc des trucs assez divers, mais qu'on va inscrire, tu vois, étape par étape dans la roadmap pour avoir un point de chute enterprise à moyen terme. Ça ne nous empêche pas de signer des deals enterprise. On sait qu'il nous manque quelques petites features et pour le coup, elles sont clairement dans la roadmap, mais on arrive malgré tout à bien dérouler sur ça. Ouais, ça se fait progressivement. C'est hyper clair. Peut-être moi, ce qui m'intéresse dans votre business, c'est les circuits de distribution. Avant qu'on parle des géographies, des différences éventuelles entre les pays, ce qui m'intéresse aussi. Mais sur la distribution, je trouve qu'il y a une particularité chez vous, c'est un peu l'approche de la marque, de votre ADN. Tomorrow, bah, il y a eu un rebranding, il y a un esprit un peu différent, un peu orthogonal aux solutions un peu heu, on va dire un peu moins excitante qu'il peut y avoir sur le Traditionnel. marché, traditionnelle, voilà, déprimante. C'est quoi l'idée derrière? Pourquoi on voit souvent régulièrement, des vidéos, bah, peut-être, je sais pas, un esprit, assez souriant, une énergie positive? C'était quoi? C'est quelque chose de délibéré? Qu'est-ce que tu essayes de faire avec ça? J'imagine c'est toi qui impulse, une partie. Voilà, ça m'intéresse de juste savoir c'est quel ADN vous essayez de faire transpirer avec tout ça? Euh, En fait, c'est un projet. Enfin, le sujet de la marque, il est hyper intéressant parce qu'il est très complexe euh, et, euh, et je pense très stratégique. Nous, on a transformé un problème en opportunité. Donc, nous, on s'appelait Liway avant fin 2023.
Et on ne pouvait pas déployer cette marque à l'international. Il y avait un dépôt de marque qui nous bloquait au niveau européen, donc on devait changer. Ça venait de quel pays? Ça venait du Benelux. Ouais, Tu ça vois. vient toujours de là-bas. Je sais pas pourquoi, c'est eux qui déposent toujours Parce que toutes tu les dois marques. avoir Nous, plein on a de, les mêmes sujets. plein de holdings là-bas. Ouais, d'accord. Non, mais là, il y avait un cabinet d'avocats, donc assez adjacent en plus. Tu vois, Ouais, c'était pas. Enfin, on était quand même sur le droit. C'était pas juste, il y avait un leeway qui faisait des céréales. Non, c'était vraiment pas très éloigné, donc problème. Et en fait, c'est bien parce que ça nous a fait prendre de la hauteur sur le sujet. Tu vois, et je pense que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment investi sur la marque. Et qu'on s'est dit, en fait, le marché est soporifique. Tout se ressemble, tout est froid, exactement. Ouais. tout est verbeux, il y a du jargon partout. Franchement, c'est chiant. Euh, il faut qu'on inspire quelque chose de différent et il faut qu'on inspire en fait le futur de ce sujet, tu vois. Et que euh, dans la vente, il y a aussi une part émotionnelle. Il y a du rationnel et heureusement, mais il y a aussi ce côté qui est bon, ok, les deux solutions ont l'air bien, chez qui je pars. Et là, bah, c'est dans ces cas-là que le sales va faire la diff parce qu'il aura créé un lien plus fort et que bah, tu auras aussi ce côté un petit peu émotionnel et ressenti qui est, bah, en fait, Tomorrow, ça se voit que c'est beaucoup plus frais, beaucoup plus moderne et que c'est une boîte beaucoup plus innovante. Et donc, Et on voulait Antoine, aussi que ça et transcrive. concrètement, je sais pas si on parle de programme ou d'activité, c'est passé par quoi? Comment tu animes ce sujet-là? C'est quoi un peu les axes ouais, de travail depuis qu'il y a eu cette réalisation, cette envie de monter d'un cran l'ambition sur votre marque? Mais je pense que ce projet, en fait, il nous a posé un cadre. Tu vois, le rebranding, donc on fait la série A mi-2023, on l'annonce fin 2023 parce que justement, il y a le rebranding entre-temps. Là, on prend une agence qui est super et qui justement nous fait prendre de la hauteur et nous fait aussi comprendre que c'est pas juste un nom, que c'est pas juste une identité visuelle, mais qu'en fait, il y a des sujets de positionnement, etc. Tu vois. Donc là, ça pose un cadre à ce moment-là. Et nous, on en profite aussi pour définir un petit peu nos guidelines. Tu vois, qu'est-ce Mm. qu'on a envie d'incarner, qu'est-ce qu'on n'a pas du tout envie d'incarner. Donc, tu vois, nous, on a envie d'être premium, mais on a aussi envie euh, de détendre un petit peu le sujet. Donc, Donc ça n'a pas été fait c'est en complexe. fait dès l'origine, ça a été fait Non, avec votre historique, votre connaissance de vos personas cibles, de qui vous êtes. Et à ce moment-là, vous étiez plus armé. Et ce qu'il fallait, c'était peut-être transformer cette matière brute en quelque chose d'actionnable qui se sente sur le marché. exactement. Avant ça, il n'y a pas de marque pour moi. Tu vois, on a un site qui est épuré, qui est sobre, mais rien n'est identifiable. Ça reste un site traditionnel, mais juste un petit peu plus moderne que les autres. Euh, et oui, à ce moment-là, tu vois, c'est là qu'on se dit, OK, jusqu'à présent, on parlait uniquement de juridique. Tu vois, on parlait uniquement aux juristes. Et justement, le sujet rebranding nous fait aborder des sujets de positionnement. À qui est-ce qu'on a envie de parler? Oui, on a envie de parler aux juridiques, mais en fait, on a aussi envie de parler aux équipes métiers, tu vois. On a envie de parler aux commerciales qui galèrent à faire signer ces deals parce que ça tarde, aux équipes achats, pareil, aux équipes marketing, aux équipes RH. Donc, euh, donc ouais, on pose un cadre, on établit toutes ces règles-là, et depuis, tu vois, c'est pas un sujet qui est central dans tout ce qu'on fait, parce que je pense qu'on a justement posé des règles qui sont aujourd'hui bien claires pour tout le monde, bien adoptées. Ça va dans évidemment le wording sur tout ce qu'on fait, les communications, la marque employeur aussi, tu vois, côté RH. Donc comment tu déploies un petit peu ça? C'est un peu comme les valeurs en fait. Comment est-ce que tu définis des Ok. règles et derrière tu l'incarnes dans le quotidien avec les différentes équipes qui sont Donc ça, impactées. ça nourrit la stratégie de distribution. Aujourd'hui, Tomorrow, avant qu'on bascule sur l'IA et sur l'impact sur le secteur et ce que vous faites, Tomorrow, quelques chiffres, quelques ordres de grandeur. Peut-être toi, d'ailleurs, comment tu mesures finalement le progrès de l'entreprise? Qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus? Bah, tu vois, c'est simple. Nous, les trois chiffres clés qu'on suit chez Tomorrow. Donc évidemment, il y a l'attraction au niveau de l'ARR. Donc du revenu Le récurrent revenu, ouais, exactement. logiciel. Revenu récurrent. Deuxièmement, la NRR, donc la rétention, et je dirais même plus le développement du revenu sur notre base de clients, qui est pour moi en fait le chiffre qui montre la santé de la boîte, qui aligne ce qui rentre en nouveaux clients et ce qu'on crée côté produit, et l'usage du produit. Donc là, c'est des centaines de milliers de contrats. Tu vois, donc notre capacité à opérer de plus en plus de contrats chaque mois sur la plateforme. D'accord. C'est bon. Donc aujourd'hui, Tomorrow, il y a combien de personnes et c'est quoi un peu le développement que toi tu souhaites voir pour l'entreprise les 12-24 prochains mois? Aujourd'hui, on est entre 70 et 80 personnes. On a démarré 2025 avec une belle annonce de levée qui s'est faite en toute fin d'année 2024.
On est super content. Et 3 objectifs principaux avec cette levée. Le premier, c'est finalement s'installer sur la France. Aujourd'hui, on a une très belle traction, on a une magnifique dynamique. Maintenant, il faut faire de nous un leader sur la France. Deuxièmement, anticiper la suite. Donc la suite, tu connais, hein, mais quels sont les relais de croissance à moyen terme? L'internationalisation. Donc là, ouverture de l'Allemagne cette année. L'Allemagne, c'est le plus gros marché ETI, Enterprise d'Europe. C'est 2 fois et demi la France. C'est très compliqué, tu le sais aussi. On se donne tous les moyens d'y aller. Donc Thibaut, un de mes associés, est allé s'installer là-bas. On ouvre un bureau là-bas. On crée une filiale là-bas. On recrute que des Allemands. Donc on met tout de notre côté pour y aller. Parce que la conviction, c'est qu'on ne sera pas un leader européen si on n'est pas un leader en Allemagne. Et on croit beaucoup au positionnement européen aujourd'hui, notamment sur les sujets de souveraineté, tu vois, avec tout ce qui se passe, sur le sujet du contrat, de la donnée sensible. On croit qu'il y a un vrai positionnement aussi souverain européen à porter là-dessus. Et le dernier, c'est la R&D. Donc on va peut-être que je te fais une magnifique transition. Eh ben absolument. C'est la R&D ou comment on infuse Absolument. encore plus d'IA dans tout ce qu'on construit. Mais je trouve que ce qui est vrai en Europe, c'est une opportunité. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que aller aux États-Unis, aller dans des grands marchés, c'est intéressant. Oui, ça l'est parce que le potentiel est énorme et c'est dur de rentrer dans n'importe quel marché. Mais en même temps, pour des Européens, l'Europe, ça se gagne si on est français en France, Ouais. allemand en Allemagne, italien en Italie, anglais en Angleterre. Et je pense qu'avoir compris ça et faire des marques locales, passer d'une marque française à une marque européenne et locale, ça crée quelque chose. Je pense que les consommateurs, ils ont envie d'avoir des équipes clients à disposition, des partenaires, des gens qui comprennent les intégrations. Donc ça, c'est clairement la bonne approche. Et donc justement, moi, je trouve sur l'IA dans ton secteur, je trouve que c'est pour ça que c'est intéressant de discuter. Si on prend du recul, il y a des boîtes SaaS assez anciennes, très bien établies. Je pense à Dropbox, je pense à Box, je pense à qui sont dans la gestion documentaire. Je pense à Intercom ou tous les outils de service client pour qui l'apparition des modèles de langage transforme complètement le réacteur ou crée énormément d'opportunités. Je trouve que vous êtes un peu dans la même situation parce que la matière brute que vous travaillez, ce sont des documents. Ouais. Donc, c'est du texte non structuré sur lequel les LLM peuvent déployer énormément de valeur en extraction, en analyse, en recherche, en annotation, même dans les allers-retours, sur les négociations. Donc, je pense que c'est une position unique pour vous, qui êtes un peu, pas un adulte de la tech, mais peut-être plus un adolescent. Moi, je suis ultra, avant qu'on rentre dans ce que vous faites, peut-être de comprendre à quel moment tu as vu ça et comment tu as décidé d'amorcer ce shift, puisque vous avez lancé Tomorrow, c'est une plateforme d'intelligence artificielle qui travaille sur les contrats. Et il y a de ces modules IA que vous avez rajoutés, Oro, je crois que ça s'appelle comme ça. À quel moment tu t'es dit il faut qu'on intègre ces LLM? Est-ce que c'est fait de manière diffuse? Est-ce que ça a été brutal? À quel moment tu as eu cette réalisation? Parce que c'est toujours compliqué Ouais. quand tu as un business qui marche de se dire tiens, il y a cette nouvelle opportunité, mais est-ce que c'est de se déconcentrer ou est-ce que c'est vraiment le Tomorrow de demain en fait? Ça, c'est fort. Et je vais compléter ce que tu as dit. C'est de la donnée déstructurée. Et je pense que la spécificité, c'est que c'est de la donnée à forte valeur ajoutée. Ce qui fait qu'en fait, la valeur de tout ce que tu vas créer autour de ça, en fait, elle est décuplée par ce facteur-là. Si c'était juste des documents, tu vois, des prises de notes, ça apporte de la valeur. Mais je trouve de manière beaucoup plus marginale par rapport à ce qu'on peut faire. Ce qui fait qu'on s'y est intéressé très tôt, en fait. Dès 2023, tu vois, donc ça sort en 2022. OpenAI, ChatGPT arrive fin 2022 dans nos vies perso. Et nous, on l'intègre dès début 2023 sur des cas hyper basiques de reformulation de texte. Et on commence comment on l'intègre, en fait, dans nos sujets via des POC. Et tu vois, encore aujourd'hui, c'est des un preuves vrai de sujet. concept. Ouais. C'est ça l'approche, c'est de faire des candidats pour identifier des opportunités. C'est plutôt une approche d'entonnoir, en fait. Ouais, et c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on continue à faire. Et tu vois, et parce que je pense qu'on a envie d'apprécier, c'est à quel point on peut en très peu de temps apporter beaucoup de valeur. En fait, est-ce que nos sujets, c'est des sujets de R&D avec de l'AI sur 12 mois, ou est-ce que le sujet dont on discute, c'est un sujet en fait qui peut être poké facilement et sur lequel on va être en mesure d'aller apporter beaucoup de valeur très, très vite. Et justement, la valeur de Oro, qui est toute la partie IA, qui est tout cette feuille-là de Tomorrow, qu'est-ce qu'elle apporte concrètement? C'est quoi un peu, qu'est-ce que ça permet de faire?
À quel point c'est un changement d'échelle d'un point de vue création de valeur pour vous? Donc nous, déjà, on le voit comme un copilot. Et ça, pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire que dans la stratégie qu'on a, c'est tout à l'heure, on a parlé du cycle de vie du contrat. Mmh. Et ben, notre stratégie, elle est de déployer de la valeur via Oro à chacune des étapes de la vie du contrat. Et pas de uniquement en prendre une et de l'accélérer. Donc la valeur, elle est hyper diffuse. Tu vois, ça peut être de la génération, donc de contrats, de clauses, par exemple. Ça peut être de la reformulation sur ce document. Derrière, de la synthèse de documents, ça c'est hyper pratique sur de l'approbation. Tu vois, tu es CEO d'une boîte, tu reçois un contrat signé, tu n'as pas envie de tout relire. Mais en fait, tu as une synthèse qui est générée en fonction de ce que tu as l'habitude, toi, enfin de ce qui t'intéresse, tu vois, dans ce type de contrat. De l'extraction, tu en as parlé, donc ça, hyper simple. J'ai un contrat, j'extrais toutes les infos, complexes ou simples dans Tomorrow. La recherche, évidemment, donc pouvoir poser une question à un contrat, pouvoir poser une question à tous mes contrats. Mmh. Et une question, ça peut être avoir une réponse, comme ça peut être générer un CSV pour un audit ou peu importe. Et le dernier en date qui est la révision de contrat, auquel nous on croit énormément, qui est, tu vois, si on reprend la genèse de Tomorrow, problème de collaboration, et en fait, on a permis aux gens de mieux collaborer, c'est très bien. On a permis aux juridiques d'automatiser, mais en fait là, il faut qu'ils délèguent. Et il faut qu'ils délèguent parce que ce qui crée le bottleneck, c'est le flux constant de documents à faible valeur ajoutée, sur lequel il y a beaucoup de modifications qui sont faites, et qu'en fait aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est en mesure de traiter à 90% pour le juriste, pour que lui, il puisse bosser sur les contrats les plus clés et intervenir sur ces quelques points strates dans les contrats. Ça doit être assez dingue en valeur perçue. Donc vous avez démarré en 2023. C'est quoi un peu les retours? Enfin, est-ce que les équipes juridiques ou les gens qui font ça, est-ce qu'elles sont ultra excitées? Est-ce qu'elles comprennent du coup beaucoup plus rapidement l'intérêt d'avoir Tomorrow versus rester sur Word? Euh, est-ce que ça a déclenché des choses ou est-ce que toi tu vois l'impact, tu vois, parce que ça fait du coup, on est en 2025, ça fait un peu plus d'un an. 2 ans, même. 2 ans, ouais, que vous avez commencé à dérouler ce genre de proposition de valeur. Ça a transformé quoi dans votre discours, dans l'adhérence des futurs clients ou des utilisateurs actuels avec votre produit? Alors, donc plusieurs sujets. Donc je trouve qu'on a eu un bel accueil de la part du persona. Et ça, je l'attribue au fait que l'IA sur le juridique, c'est pas nouveau. En fait, ça fait quand même longtemps que tu as des acteurs qui essayent de faire de l'extraction, notamment sur D'accord. des dizaines de milliers de contrats. Tu vois, donc en fait, même un des leviers d'entrée de certains concurrents, c'était on fait une IA, donc en 2019, on fait une IA qui va te permettre d'analyser, d'extraire l'information de tes milliers de contrats à destination des corporates. Tu vois. Donc ce sujet, en fait, il n'est pas nouveau. La nouveauté, c'est qu'en fait, des boîtes comme nous, en quelques mois, on a eu la capacité d'être meilleurs que ces entreprises qui avaient développé des IA propriétaires, entraînées à coups de people en interne qui validaient les informations extraites. Tu vois. Donc le bénéfice, il a plutôt été pour nous. Donc bonne adoption. Évidemment, il y a toujours un peu de réticence de la part de certaines entreprises, mais je pense que... Enfin, moi, je vois pas d'issue où ces réticences, elles ne pètent pas, parce qu'en fait, c'est un sujet de compétitivité pour les boîtes. Elles ont besoin d'être plus compétitives. Et ton deuxième point, donc on a de la réticence. Qu'est-ce que ça a changé chez nous? En fait, c'est marrant, mais tu vois, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est hyper clé dans tout ce qu'on démontre. Démo Démo. Démontre. Ouais, je peux prendre. On peut faire les deux, je pense. À tel point qu'en fait, aujourd'hui, les prospects, c'est le sujet numéro 1 pour lesquels ils viennent Justement, chercher. ma Tu vois. question, c'est finalement, est-ce que Tomorrow, c'est pas Oro finalement? Est-ce qu'en fait, parce qu'un logiciel, c'est toujours une base de données, des workflows au-dessus qui te permettent d'activer, visualiser, déplacer la donnée. Si c'est un logiciel, c'est ça ce qu'il y a dans la voiture. Là, Oro, est-ce que finalement, ça vient pas un peu transformer aussi le cœur du réacteur? Et est-ce que Tomorrow demain, vous allez le reconstruire ou le réorchestrer autour de Oro, qui est donc l'ensemble de la solution IA Ouais. qui fait partie du produit aujourd'hui? Ben, on a déjà commencé. Tu vois, Ok. pour être honnête, on a déjà repris des gros blocs produits de Tomorrow qu'on a mis à la poubelle, comme la négociation de contrat, et qu'on a complètement retravaillé avec Oro au centre. D'accord. Mais pour aller plus loin, tu vois, aujourd'hui, il y a parfois je fais des conférences, des pitchs, et il y a des gens qui me demandent s'ils peuvent utiliser Oro
sans Tomorrow. Tu vois, donc on va peut-être même vers quelque chose d'encore plus grand demain. Et par contre, je pense que ma vision autour de ça, c'est que les deux sont hyper complémentaires. En fait, la partie CLM, c'est vraiment l'essence Donc le d'Oro. CLM, c'est Contract contrat. Lifecycle Management. Donc c'est toute la suite, en fait, Tomorrow dont on a parlé, génération, négo, Donc signature. l'outil de management du cycle de vie du contrat. Ouais, Contract Lifecycle Management. Ouais. Et ça, en fait, ça génère énormément de données. Donc à la fois la donnée des contrats, mais aussi la donnée de négociation. Tu vois, qu'est-ce que les gens acceptent dans les négociations, qu'est-ce qu'ils rejettent, pourquoi ils le rejettent. Et ça, en fait, ça vient justement alimenter derrière toutes les recommandations qu'on va leur faire avec l'intelligence Donc il y a artificielle. la valeur opérationnelle de Tomorrow et d'un coup, avec toute cette donnée accumulée, il y a une valeur stratégique puisque Ouais, ça exactement. permet de changer une politique de distribution, une politique commerciale, d'ajuster des commissions, de voir certains contrats. Ouais, ça c'est ultra intéressant. Et dans ton approche, peut-être avant qu'on bascule sur ce que vous faites de l'IA en interne, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comment tu décides de se dire bah, du jour au lendemain, la feuille de route, puisque maintenant vous avez une certaine maturité, donc il y a peut-être 12 mois d'amélioration qu'on sait sur justement ce module de négociation dont tu parlais. Comment vous décidez, tu vois, comment vous vous organisez pour se dire bah, parmi toutes ces opportunités, celle-ci mérite que peut-être on arrête, tu vois, le développement de toute une partie du produit. Comment vous organisez ce type de décision-là chez vous? Aujourd'hui, on a des instances de gouvernance, donc niveau stratégique, qui discutent de ces sujets un peu moyen terme. Tu vois, je pense qu'on a eu une première phase fin 2023 où on a vraiment intégré l'AI dans la stratégie 2024, où il y avait un pilier autour de ça, et le sujet, c'était la data. Tu vois, il faut qu'on arrive à extraire plus de données, à faire en sorte qu'elles soient justes et qu'elles soient à jour, et que les gens puissent y accéder, donc avec de la research. Tu vois, c'était ça la stratégie AI 2024. Et si on fait ça, 2025, on va aller adresser des cas d'usage plus complexes. Donc, et ça, c'est décidé, Donc il y tu a un vois, premier en COMEX. restructuring fondamental de votre structure de données pour pouvoir ajouter en dessus une couche de valeur à travers le produit, les interfaces, les expériences. Exactement, c'était de se dire, donc déjà, c'est des discussions, tu vois, c'est pas mal de communication entre le COMEX, mais aussi, en fait, toute la boîte sur les opportunités qu'on peut adresser, et du coup, d'ailleurs, structurer un peu ça avec le COMEX sur, OK, où est-ce qu'il y a des grosses opportunités, et comment est-ce qu'on déploie ça en stratégie. Et effectivement, la stratégie qu'on avait, c'est, OK, on a donc dès 2024, début 2024, on a envie de faire de la négociation assistée par l'IA, tu vois. Mais si on fait ça à ce moment-là, on va juste faire quelque chose qui marche moyennement parce qu'on a des sujets de données qu'il faut qu'on structure pour nos clients. Et donc, la première phase de notre pyramide, tu vois, au niveau strat, c'est il faut qu'on consolide ce sujet de données et donc on va shipper des features d'extraction de données. Donc, on permet aux gens d'extraire beaucoup plus d'informations contractuelles qu'on vient structurer. On fait en sorte que ça soit à jour. Et on leur permet d'accéder à cette donnée beaucoup plus facilement, tout simplement en posant des questions. Et du coup, est-ce que ça veut dire que les gens vous demandent, est-ce que c'est un agent IA, Oro, est-ce qu'il y a ce genre de conversation? Comment vous expliquez ce qu'est le produit à des gens potentiellement non sapiens ou qui connaissent l'IA qu'à travers ChatGPT et qui connaissent pas les applications B2B? Comment vous arrivez finalement à expliquer cette innovation-là, puisque vous avez transformé votre proposition de valeur en la reconstruisant autour Ouais. de l'IA? C'est quoi les mots que vous utilisez? Comment tu expliques ça, quoi? Sincèrement, Euro, c'est un assistant. En fait, il vient en complément du département juridique pour traiter, et justement, il y a de l'agentique, pour traiter euh, diverses tâches du quotidien d'un juriste, de la plus basique à désormais des tâches un peu plus complexes, comme on l'a vu, tu vois. Ok, hyper Donc, simple. c'est un assistant. Ok, hyper simple. Très clair. Si on regarde, donc ça, c'est le premier gros chantier, hein, je transforme ma proposition de valeur dans l'ère de l'IA. Et clairement, vous, c'est une énorme opportunité. Oui. Ce qui fait que Tomorrow, pour moi, ça va continuer pendant longtemps et ça va aller très loin. Et après, il y a toute la partie IA en interne. Euh, il y a un certain nombre de personnes dans ta boîte. Comment vous structurez ça? C'était quoi la démarche? Est-ce qu'il y a une méthode particulière? Est-ce que toi, tu as créé des conditions d'adoption d'outils IA? Voilà, ça m'intéresse déjà qu'on parle de l'approche dans un premier temps. C'est une très bonne question. Moi, j'ai pas poussé de politique IA en interne. Ok. Tu vois, j'ai préféré que ce soit organique
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des gens un peu ambassadeurs en interne. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, en fait, je pense que pousser les gens à utiliser pour utiliser, c'est pas forcément, bénéfique. Je pense au contraire que si tu as des gens justement qui sont, ambassadeurs et éduqués et qui maîtrisent ces sujets, en fait, eux, ils vont justement aller tirer, ces sujets-là pour que, on mette en place des choses en interne et c'est en fait, c'est ce qui s'est passé et tu vois? Donc aujourd'hui, tu as des outils comme Cursor qui sont utilisés. Évidemment, on utilise des Notion, des outils comme ça. C'est vrai qu'on sort de 24 mois, tu dis des ambassadeurs pas utilisés pour utiliser. On sort de 24 mois où il y a plein de gens qui vendent la technologie pour la technologie et après, va savoir ce qu'on peut faire avec. Moi, je pense Ouais. comme toi que il faut plutôt partir de problèmes et de solutions, ce que vous faites sur Euro, pour se dire quel est l'impact que je vais rechercher et pas empiler des licences à gauche, à droite, qui ça crée du bruit. C'est pas nécessairement bien dans l'adoption, quoi. Et je suis complètement d'accord et je pense que du coup, la mission, c'est pas tellement de dire aux gens, qu'il faut qu'ils fassent un truc avec de l'IA, mais plutôt éduquer les mentalités qui sont maintenant, dès que vous avez des problèmes, en fait, posez-vous la question de, est-ce que vous pouvez pas le solutionner avec de l'IA? Tu vois? D'accord. Hem, Donc ça, c'est l'approche. Hem, Concrètement, aujourd'hui, tu dirais que c'est déployé dans quel type de département pour faire quoi? Aujourd'hui, c'est déployé côté tech, Donc chez les développeurs? ouais, avec du Cursor, tu vois? C'est déployé côté sales avec, donc pas d'outils spécifiques, mais tu vois, des cas d'usage, par exemple, où on va faire des, résumés de comptes. Donc, ça, c'est tout con, mais dès qu'on a un SDR qui veut, prospecter un compte, bah, il y a un résumé du compte qui est fait, justement avec l'AI sur, bon, bah, qu'est-ce que fait la boîte? Est-ce qu'on a des clients similaires? Quels sont, sur la base de la donnée de nos clients, et de l'industrie, de la boîte à prospecter, les typologies de contrats qui sont généralement, des problèmes dans ces boîtes, tu vois? Problématique, ouais. Donc ça, c'est un cas d'usage, je trouve, très intéressant qui permet de très vite avoir beaucoup de contexte et de pouvoir, être plus efficace. Et après, tu as des outils cross-team, tu vois? Donc je pense notamment à Notion, mais là, c'est un peu plus, je trouve, des gains de productivité plus mesurés. Donc ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et là, c'est l'équipe opération, tu vois, chez nous, qui est un petit peu à l'initiative de ces Donc sujets c'est parce qu'elle c'est l'équivalent de transverse. l'équipe, IT dans des PME plus classiques. C'est Ouais, l'équipe qui est en charge de supporter, d'aider les autres équipes, régler des d'équiper, problèmes ouais. opérationnels par des systèmes ou de la technologie. Est-ce que toi, en tant que CEO, tu sais, il y a beaucoup de Mmh, toi, un de tes sujets principaux, c'est l'allocation de ressources. Vous avez du capital, des objectifs. Est-ce que ça modifie, ton plan de recrutement, le rythme avec lequel vous allez, déployer ce capital, en recrutant des nouvelles équipes? Qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose tu te poses cette question-là ou est-ce que c'est trop tôt? Comment tu appréhendes l'impact, l'intégration de l'IA dans tes opérations par rapport, à la manière dont tu as envie de structurer, le développement de Tomorrow? C'est une excellente question. J'ai pas de réponse directe à ça, dans la mesure où je me suis pas dit: «On va recruter, 20 de moins, parce qu'on va gagner 20 d'efficacité». Par contre, je pense que c'est intéressant d'avoir une approche assez, orientée performance sur, mais en fait, tu vois, c'est finalement la mission des ops, hein, donc c'est pour ça que c'est porté chez nous par les ops. C'est, bon, bah, je déploie une solution, qui est censée apporter un gros gain d'efficacité à l'équipe. Est-ce que derrière, effectivement, il y a ce bénéfice pour la boîte ou pas? Mais aujourd'hui, on ne fait pas de match, tu vois? On est plus dans une optique de, heu, tester. Si vous identifiez des cas d'usage, allez-y. Nous, on débloque du budget, et on fait un ROI case un peu plus tard, pour voir justement Pour évaluer si ça a le apporté ses fruits. le rendement? OK, donc ça change ton modèle économique au sens où ça change votre produit. Ouais, tout à fait. Ça ne change pas la structure, des équipes. Ça augmente la performance des individus, Ouais. des équipes de X 5, 10, 20. Nous, chez Facet, on mesure, l'impact, des outils de code qu'on utilise, comme Cursor, comme Codex, comme Claude Code et on peut gagner jusqu'entre 20 et 40 sur certaines tâches, qui est énorme, hein, des migrations de librairies, ce genre de choses. Et notre produit à nous, effectivement, il y a un impact qui est transformatif. Facet, ça permet d'accélérer très fortement des workflows documentaires ou de données. Mais toi, pour l'instant, tu dis: «C'est trop tôt, je vais pas changer ou réduire drastiquement mon plan de recrutement, compte tenu des infos que tu as à disposition aujourd'hui». Non, pas aujourd'hui. OK, c'est intéressant. Parce que, tu sais, il y a plein de gens qui argumentent et qui disent, le contraire,
Alors, est-ce que c'est une histoire qu'ils veulent raconter, un narratif ou la réalité? Toi, tu dis non, on va En voir. fait, moi, je vois plus ça comme un levier pour aller encore plus vite, D'accord, plutôt ok, qu'aller à la même vitesse avec moins de ressources. trop bien. Il y a d'autres points dont tu veux qu'on parle sur l'IA ou pas? Non, je pense que c'est bien là. Cool. Alors, du coup, on va faire la dernière question. J'aime bien la poser. Euh, J'aime bien qu'on parle un peu de ta rencontre avec ChatGPT. Moi, tu vois, par exemple, la première fois que j'ai utilisé ChatGPT, je m'en souviens très bien, ça m'a fait un peu le même effet que la première fois où j'ai mis des AirPods, tu vois, ou la première fois où je suis monté sur une trottinette électronique. J'étais à côté d'ici. Tu as une impression de puissance et tu te dis, ah ouais, il y a quelque chose. C'est pas du bruit, c'est pas une tendance qui va disparaître. Voilà, moi, c'était un peu ma première expérience. Et toi, c'était quoi pour toi cette partie-là? Bah moi, je pense que je sais pas si c'est pour mon expérience que tu cherches ou plutôt le moment un peu waouh de ce qui est en train de se passer. Mais j'en ai un petit peu parlé, tu vois, c'est quand on a été en mesure en quelques mois, en moins de 3 mois, de sortir cette fonctionnalité d'extraction de données avec un niveau de performance et de précision qui était meilleur que les concurrents, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, c'est dingue. Ça va pas juste être euh, pertinent pour des cas d'usage simples, ou pour que ce soit pour le pro Oui, ou ça le va pas perso, juste tu être vois. cosmétique, quoi. Ça peut être Exactement, mais transformateur. ça va vraiment en fait avoir un impact transformateur sur la manière dont on fait du software chez nous, et ça va nous permettre en fait de débloquer des, des sujets qui étaient jusqu'à présent, tu vois, vraiment problématiques pour nous. Et je pense qu'il m'a le plus impressionné, c'est justement en combien de temps est-ce qu'on arrivait à faire sauter ces verrous, tu vois. Mm. Ben, on souhaite le meilleur pour Tomorrow. Si on veut suivre Tomorrow demain, où est-ce qu'on peut, j'adore cette phrase, ce jeu de mots, où est-ce qu'on peut vous suivre, où est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de toi, de la boîte, où est-ce que tu communiques, les avancements, etc. C'est LinkedIn, tout passe par LinkedIn aujourd'hui. D'accord. Ben, merci beaucoup Antoine, c'était super, merci d'être venu. Avec plaisir, merci.